Tu l'as par ailleurs, c'est ça? Je regarde en même temps si ça se lance, Très bien. mais je ne le vois pas. Ça y est, on doit y Ça être y là. est. Bon, comme je suis un mauvais élève, forcément, ce qu'on m'a expliqué, j'ai pas réussi à le faire. Donc j'ai bidouillé. J'espère que ça va marcher. Ce en direct avec Elsa Fossillon, nous avons vraiment pas de chance avec la technique. Elsa, je suis vraiment désolé, c'est Pas tellement de ma grave. faute. On va essayer. Oui, voilà. Donc, l'idée de cette rencontre, c'est qu'on est en pleine pandémie. On a aussi des événements sur Gennevilliers et dans les quartiers populaires, mais à l'origine, c'était autour de cette pandémie. Il y a des actions pour tenir la santé des Françaises et des Françaises, de nos concitoyens. Et en même temps, on se dit que après cette pandémie, ou pendant cette pandémie, nous avons à réfléchir sur cette idée, est-ce qu'on peut recommencer comme avant? Est-ce qu'on n'a pas des leçons à tirer de ce qui s'est passé, sur l'impréparation, sur les difficultés qu'on peut rencontrer, sur les côtés positifs d'ailleurs qu'on rencontre aussi dans le cadre de la pandémie, en matière de santé, et donc certainement en profiter pour essayer de construire une alternative politique. C'est-à-dire demain, est-ce que la France repart comme avant? On investit des milliards dans l'économie pour faire la même façon de produire, la même façon de vivre en ville. Donc c'est toutes ces questions-là que j'avais envie de te poser, Elsa. Ben merci, c'est un débat riche. J'espère que celles et ceux qui nous suivent vont pouvoir l'alimenter par des questions, des propositions. Déjà, je crois qu'effectivement, le monde d'après, il commence aujourd'hui. Et je pense qu'on est nombreux, nombreuses, pas au-delà des difficultés qu'on vit dans le confinement, qui sont évidemment plus dures pour certains que pour d'autres. Mais je pense que malgré les difficultés, et même pour ceux d'ailleurs qui continuent de travailler, il y a ce questionnement sur comment ce monde tourne, comment on continue à vivre là-dedans, comment on fait pour que ce soit plus souhaitable pour nous-mêmes, pour nos enfants. C'est déjà des réflexions, à mon avis, qui étaient présentes dans la société, mais qui forcément, partant à la fois de pause et de crise, font qu'elles deviennent plus présentes chez chacun de nous. Et puis, il ne faut pas se mentir, le monde d'après, celles et ceux qui gouvernent le pensent d'ores et déjà. Je ne sais pas, Patrice, si tu as vu une des déclarations d'Emmanuel Macron hier, mais il dit la crise n'enlève rien à ce qu'on a fait avant, on repartira Oui. sur cette base-là. Voilà ce qu'il dit après avoir expliqué qu'il avait des doutes, que évidemment il fallait très certainement revoir des choses. Il redit c'est sur les bases d'avant qu'on va reconstruire le monde de demain. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les mesures prises aujourd'hui et celles qui ont été prises dans le cadre des mesures d'urgence pour voir que c'est bien sur les bases d'avant qui veulent relancer la machine. On voit par exemple à quel point, moi j'ai été frappée par cela. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, ce qu'on appelle les GAFAN, on pense à Google, Facebook, tous ceux qui sont très présents et qui profitent de ce moment de crise, qui même en tirent des bénéfices extrêmement importants, puisqu'on est chacun à l'utiliser encore plus que d'habitude. On pense à Amazon, par exemple. Ben, eux, ils contribuent tout très, à la solidarité et ils continuent même leur évasion fiscale. On aurait pu penser que pendant ce temps de crise, bien, les gouvernements et le gouvernement français prennent l'initiative par la loi et bien, de contraindre. Après, on aurait pu évaluer si c'était suffisant ou pas, mais au moins de contraindre par la loi eh bien, ces très grands groupes, ces multinationales, déjà, un, à arrêter de verser des dividendes, deux, à trouver des taxes qui leur permettent de contribuer à la solidarité nationale. Eh bien, c'est toujours que par des incitations et par des leçons de morale à eux que le gouvernement procède, alors qu'il grave dans la loi des mesures qui vont faire en sorte que les salariés se feront, eux, sucrer leur congé, leur RTT, et que eux, ils seront comme d'habitude, comme c'est le cas dans ce monde néolibéral, eh bien, ce sont eux qui payent la crise sanitaire la plus durement, mais qui devront encore plus relever les manches pour rétablir la crise économique. Et toujours dans cette même logique. Moi, ça m'a fait penser, c'est un livre que je conseille, un petit bouquin de Naomi Klein. Naomi Klein, elle a écrit un gros bouquin qui s'appelle La stratégie du choc, qui a été écrit après la crise de 2008, mais elle a écrit un tout petit bouquin qui s'appelle Le choc des utopies, qui parle des tempêtes qu'il y a eu en 2017 sur la petite île de Porto Rico.
Ça a été des tempêtes extrêmement meurtrières. Et elle montre à quel point, eh bien, comme d'habitude, après les crises, les néolibéraux en profitent pour créer cette stratégie du choc, c'est-à-dire que les gens ont peur à la fois de la maladie, là, pour le coronavirus, mais à quel point aussi ils ont peur de perdre leur emploi, peur de ne pas pouvoir payer les créances, peur de tout un tas de choses, d'être fragilisés encore un peu plus socialement. Et donc souvent, eh bien, ce monde néolibéral qui veut relancer la machine comme avant et qui entend le faire payer le plus à ceux qui produisent évidemment les richesses, c'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, et bien comment ils essayent généralement d'imposer un projet qui, quelque part, alimente encore un peu plus la machine. Donc, dans le cas de Porto Rico, par exemple, c'est une île merveilleuse. Et bien, ils ont fait la place à des financiers venus en expliquant aux populations qu'ils allaient en faire une île du grand tourisme de luxe et que c'est ça qui apporterait la prospérité, la richesse aux habitants de l'île et à quel point, quelque part, ils n'avaient pas le choix pour pouvoir faire richesse. Et en même temps, la promesse qui était faite, évidemment, une promesse non dite, mais on peut penser qu'elle serait réelle, c'est la destruction de l'écosystème, c'est la destruction de ce qui fait aussi la richesse de l'île, c'est-à-dire sa nature, sa faune, sa flore. Et quand elle raconte le choc des utopies, elle raconte aussi combien les populations, les communautés qui vivent sur cette île ont décidé eh bien, de faire ce qu'ils avaient fait aussi pendant les tempêtes, c'est-à-dire de continuer les solidarités concrètes mises en place, de continuer les réflexions qu'ils avaient eues pendant cette crise, parce que tout avait été coupé. Eux, par exemple, pendant les tempêtes, ils n'avaient plus d'électricité, ils n'avaient plus d'énergie pour pouvoir continuer à vivre. Donc, ils se sont interrogés, et c'est là où je vais en venir sur peut-être l'après pour nous, sur le fait que, d'abord, ce qui les avait conduits là, bien sûr, la tempête, c'est à la fois évidemment des causes qui peuvent arriver comme ça et qui peuvent se renouveler, évidemment, et c'est le cas aussi d'un virus comme celui du coronavirus, mais aussi, on sait à quel point eh bien, la destruction de la planète entraîne des tempêtes à répétition, et on sait par exemple, eh bien, pour les virus, à quel point les échanges internationaux massifs, dérégulés, mais aussi eh bien, combien la déforestation et le rapprochement entre animaux sauvages et êtres humains peut conduire à des virus encore plus importants, encore plus contagieux, eh bien, ils se sont interrogés sur ce qui avait conduit là, dans ce cadre-là, à la tempête, et à, quelque part, ce dont ils avaient réellement besoin. Et je crois que c'est une des questions qu'il faut porter au cœur du maintenant et du monde d'après, c'est-à-dire, quelque part, aujourd'hui, on remplit le manque de sens parfois au travail, le manque de temps dans nos vies par une consommation, par une surconsommation, par le fait de dire que comme nous n'avons pas le temps, eh bien, il faut aller très très vite en vacances et donc on prend des avions, il faut aller très très vite pour tout. Tout ça, c'est ce qui nous conduit aussi à des catastrophes climatiques qui peuvent être malheureusement encore plus meurtrières que le coronavirus. Et puis aussi à quel point ça détruit les mécanismes, les dispositifs, les protections qui peuvent nous aider à les affronter. Et là, évidemment, j'en viens eh bien, à cette austérité budgétaire, à cette course au profit maximum qui font aussi que eh bien, aujourd'hui, nous sommes bien moins armés qu'avant, pour reprendre, même si je n'aime pas la rhétorique guerrière, pour affronter la pandémie, puisque on a un système de santé qui était jugé comme étant... Oui, justement, je t'arrête là, parce que tu as fait, pendant un an avec ton groupe, tu as fait le tour, on me disait la dernière fois en ratant notre en direct, et tu as fait, là ça a l'air de marcher, ma bidouille a l'air de fonctionner, on a battu notre record, on est à 9 minutes, alors qu'avant ça coupait à 4. Mais tu avais, plus sérieusement, tu as fait le tour de France avec ton groupe communiste front de gauche, et je crois bien avec les filles, en lien avec les filles aussi, sur les EHPAD. Avant la pandémie, il y a certainement tout le monde s'est assez passé inaperçu, sans vouloir être désagréable avec toi et ton groupe. Et vous aviez dénoncé des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de cela pour se dire, il y a une alternative quand même à construire déjà à partir de ce qui ne va pas, les noms qu'on construit, pour faire du oui sur faire une autre société? Ce qui est évident, c'est que ça va certainement te parler, Patrice. J'en viendrai peut-être aux questions
non pas plus politiques, parce que celles qu'on aborde là, elles sont éminemment politiques, mais peut-être plutôt de l'ordre des partis politiques ou du monde politique, comme on dit, et ça compte aussi, il ne faut pas le nier. Mais en tout cas, on a souvent été peut-être dans notre monde politique trop perçu comme étant contre. Et il y avait de quoi s'opposer en même temps. Il y a de quoi s'opposer contre la casse du service public, contre la casse du système de soins. Et ce qui est vrai, c'est que le capitalisme, cette idéologie qui assoit un système financier, un système social, va très très vite, ils sont puissants, et donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à toujours avoir à riposter. D'ailleurs, on voit combien ça peut s'essouffler parfois pour celles et ceux qui combattent ça, le fait d'aller battre le pavé, de dire non, 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 non à l'austérité, non à la casse, non à tout ça, et que en plus, c'est de plus en plus rare qu'on gagne. En tout cas, je crois que cette période de crise, je ne peux pas qu'elle sera positive pour le camp du progrès social, pour le progrès humain. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'elle permet de faire prendre conscience à beaucoup de gens à quel point cette logique-là, elle nous conduit dans le mur. J'aimerais partager ton optimisme, parce que quand on voit justement que Macron se permet de dire qu'il va commencer comme avant, on connaît, oui, mais on connaît son mépris pour les gens, mais en même temps, ça repose pas. C'est qu'il doit bien sentir qu'il n'y a pas forcément une prise de conscience sur comment faire différemment. Je prends un peu sur ces questions des maisons de retraite, où je le disais aussi la dernière fois, je suis catastrophique. Il y a des maisons de retraite, des EHPAD dont il y a des actionnaires là-dedans qui touchent même des dividendes au CAC 40. Et par exemple, il y a des EHPAD à Gennevilliers, on a été obligé de leur fournir des axes, des masques, des surblouses, parce qu'ils les avaient pas. Et je m'interroge toujours sur pourquoi il y a du privé qui arrive à faire des maisons de retraite et dégager du profit, et pourquoi on n'arrive pas à faire un grand service public du quatrième âge pour faire en sorte que tout cela soit dégagé du profit et soit un service public qui s'occupe davantage. Même si les équipes aujourd'hui, même dans le privé, s'en occupent bien, parce qu'on a bien vu des équipes dans les EHPAD qui se confinent avec leurs usagers. Donc il y a du dévouement aussi dans le privé, faut pas tout nier, mais il y a de l'argent qui pourrait être mis autrement que dans les dividendes et qui pourrait servir à avoir des maisons de retraite peut-être moins chères et des équipes plus stables. Bah, tu interroges plusieurs choses parce que à la fois il faut un grand service public pour les plus âgés, pour les questions d'autonomie, et c'est en fait c'est possible, c'est faisable. Et évidemment que si on décide d'aller chercher l'argent nécessaire, on va le trouver. La question, c'est qu'aujourd'hui, la logique de développement de services publics, c'est pas celle qui est à l'œuvre. On est plutôt dans une période de démantèlement de services publics que de création. Donc, quand je dis interroger les besoins, je repars de ce que je disais juste avant. Je crois véritablement que les citoyens doivent être mis au cœur aujourd'hui de cette grande réflexion politique. Disons qu'on pourrait peut-être démarrer dès maintenant le 21e siècle. On est depuis 20 ans dedans, mais on pourrait peut-être le démarrer maintenant et se dire collectivement, s'interroger. Et je crois que le politique là-dedans, et y compris les partis politiques, les élus, doivent pouvoir lancer dans les formes qu'ils souhaitent. Mais en tout cas, moi, ça fera partie en tant que député des choses que je souhaite faire partout dans la circonscription, de faire échanger, de faire discuter sur, à partir de cette crise, à partir de ce que nous avons vécu, quels besoins sont réellement identifiés. Et quand je dis besoins, ça ne veut pas dire les seuls besoins d'alimentation, ça peut être aussi des rêves, des envies. Hein. Il faut aussi que cette vie, elle soit souhaitable. Il y a aussi de la culture là-dedans, il y a de la lecture, il y a du spectacle. Il n'y a pas que des produits de première nécessité dans la question des besoins. Mais je crois qu'il faut les interroger. Et la question, évidemment, dans une société où le vieillissement est une donnée, moi, je sais pas, mais je sais pas tes parents ou tes grands-parents, comment ils s'interrogeaient plus jeunes, mais moi, j'ai toujours entendu mon grand-père parler de la recherche d'éternité, parler du fait de vivre très, très vieux. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que ça fait peur à tout le monde de vivre très, très vieux. On n'a pas envie de se retrouver affaibli quand on voit les conditions aujourd'hui dans lesquelles vivent parfois nos aînés. Et je pense que ça fait partie des besoins de ce qui doit faire bien commun. Et la question que tu poses quelque part, elle pose aussi la question de la place de l'État dans tout ça. Est-ce que l'État doit tout gérer, tout planifier? Je ne le crois pas. Je crois pas que tout doit être complètement aux mains de l'État. En revanche, je pense qu'il doit intervenir là-dedans.
Et que aujourd'hui, il permet très clairement à ces grands groupes privés comme Corian, pour ne citer que, mais c'est un des grands groupes connus des EHPAD, il leur permet, de continuer à verser des dividendes records en temps de crise, de ne pas respecter des taux d'encadrement, d'accompagnement, 3, de très très mal payer leurs salariés, qu'ils soient mal formés, et parfois ils ne soient pas formés du tout. Donc tout ça est permis aujourd'hui par l'État. Et donc ce champ qui est laissé au privé, la question, c'est pas toujours que ce soit du privé ou du public. Il y a des associations formidables qui, dans le champ du social, font du très bon travail, et même des entreprises dans le champ, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent faire du bon travail dans ce domaine. La question, c'est que en gros, il y a du fric à se faire. Et pourquoi des grands groupes n'iraient pas se faire du fric ces domaines-là, alors que l'État est tout à fait de le faire. Oui, d'ailleurs, la pandémie peut remettre des choses, au goût du jour, parce que même l'État peut jouer un rôle, y compris dans le privé. C'est toute la contradiction du système avec ces libéraux, Macron en premier, qui disait trop d'impôts, trop de social, tout le social, c'est pas lui, mais c'est un autre qui le disait, et qui a une première décision dans cette période de crise et qui est utile. C'est une bonne mesure qu'ils ont prise. Moi, je les critique fortement sur beaucoup d'aspects, mais là, ils ont pris une bonne mesure en décidant de faire de chômage partiel et donc d'utiliser l'argent, la richesse créée dans ce pays, le fait qu'elle soit mutualisée pour faire un amortisseur en cas de crise, ça montre que l'État peut jouer un rôle et dans le public et dans le privé, et par exemple que l'impôt est utile. Après, c'est la question de l'utilisation de l'argent public qui est posée. Mais donc un État ou un gouvernement qui prend comme décision de toujours diminuer, laisser le privé s'accaparer les richesses plutôt que de se permettre de mutualiser les richesses produites pour aider, en cas d'accident, faire qu'on sorte mieux. Il faut mieux vivre en France aujourd'hui qu'aux États-Unis sur le système de santé, sur les maisons de retraite, sur le chômage partiel et des choses de ce type. Et donc, j'espère, moi, mais j'en suis pas sûr que ça vienne, que ça fasse réfléchir toutes celles et ceux qui jusqu'ici disaient on paye trop d'impôts, sur le fait qu'il faut payer justement de l'impôt, parce qu'il y en a qui en payent peut-être de trop et d'autres qui en payent pas assez. Donc, il y a l'impôt sur la grande fortune, mais au-delà de ça, des coefficients. Et puis, cette pandémie a aussi remis au goût du jour des beaux métiers qui sont de l'utilité de notre travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un trader est quand même moins utile qu'un éboueur, que quelqu'un qui fait des courses à domicile, une aide-soignante, un médecin, des agents du service public qui jusqu'ici étaient dénigrés. Ça peut même reposer chez chacun d'entre nous ce que l'on veut pour nos enfants. Est-ce que l'on veut un métier utile? Est-ce qu'on veut qu'ils travaillent le bonheur? Ou est-ce qu'on est dans une course de l'argent et qu'on peut à travers le métier et les professions et qui sont assez dévalorisantes au final du propre métier qu'on a nous ou nos parents et qui nous atteint y compris dans notre dignité, qu'on le veuille ou non. On se dit si mon fils il n'est pas devenu ingénieur, il n'a pas réussi. Or aujourd'hui il y a des tas de gens d'ailleurs qui sans eux on pourrait même pas rester confiné. Donc sauvent la vie de millions de Français et souvent ils sont très mal payés. Donc il y a la question aussi des salaires qui est posée pour demain. Mais ça, je ne suis pas persuadé que les citoyens dans leur grand ensemble se reposent ces questions-là, parce que je sens aussi encore beaucoup de divisions, je vois des réflexions sur Facebook quand le ministre annonce qu'il n'y aura pas d'examen après le bac. La première réaction, c'est pas de se dire c'est dommage, c'est de se dire mais mon fils a travaillé pour rien. Non, il a travaillé pour lui, et c'est pas en comparaison avec ceux qui n'ont pas travaillé. Donc il y a toujours des réflexions individualistes qui m'inquiètent. En même temps, il y a beaucoup d'actes de solidarité et de générosité qui se font avec ces habitants qui se mettent à la couture pour faire des masques, celles de ceux qui livrent les autres, des solidarités dans les HLM. Je salue aussi la population gennevilloise pour son grand courage dans ce domaine. Mais en tout cas, sur l'alternative, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour faire réfléchir à partir de ce que l'on vit sur ce qui est possible de changer. Et la pandémie montre qu'on peut faire des ruptures radicales, en tout cas. Moi, je pense que les gens prennent conscience aussi, ou en tout cas, ce sera peut-être plus facile à démontrer qu'il y a des choses qui peuvent bouger très très vite. Voilà. Une fois que les décisions sont prises, ou en tout cas que l'urgence est constatée et que les décisions sont prises, les choses peuvent aller extrêmement, extrêmement vite. J'ai évidemment une forte inquiétude, je ne suis pas une optimiste béate,
Tu parlais de l'impôt. Moi, j'ai envie de parler de la dette, parce qu'évidemment que les mesures de chômage partiel, toutes les mesures qui ont été prises étaient extrêmement utiles pour la population. Eh bien, elles étaient nécessaires. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a un gouvernement qui entend tout faire peser ensuite, non pas sur les plus riches, non pas sur le capital, mais encore et toujours sur la plus grande majorité, c'est-à-dire celles et ceux qu'on appelle les classes moyennes, les classes populaires. Ça, on va dire les gens, quoi. La grande majorité du pays. Et donc, la bataille qu'il va avoir à mener, c'est celle de faire en sorte, eh bien, d'abord, à mon avis, une question sur une annulation de la dette, mais il y a aussi la question de qui paye, et ça repose sur une réinterrogation du modèle économique. Ensuite, je suis d'accord avec toi. Évidemment, cet individualisme il n'a pas disparu d'un coup de baguette magique dans la société. Et à la fois, je pense qu'il faut toujours tenter d'interroger les gens là-dessus, de faire appel à leur intelligence propre et l'intelligence collective, à la fois les blâmer là-dessus sur le fait que aujourd'hui, tout faire, sauver pour faire en sorte que son enfant réussisse, quitte à adopter quelque part les codes aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle la réussite, quoi. Pour les classes populaires, en tout cas, je crois que parfois c'est un luxe de s'interroger là-dessus, quoi. En même temps, la pandémie revalorise le rôle d'enseignant aussi, qui avait pris le recul dans la période, et tout le monde s'aperçoit que c'est pas si facile d'enseigner que cela. Deux, l'éducation a besoin de rapports humains, on peut pas tout faire par télé. Il n'y a pas qu'une question d'outillage, il y a le problème que tout le monde n'a pas un ordinateur, ça c'est un vrai problème. Mais même si tout le monde avait un ordinateur, la formation, l'éducation passe par des rapports entre enfants, adultes, et qu'il y a un rôle des enseignants extrêmement important. Là aussi, ça peut reposer la question de la revalorisation de leur métier après cette pandémie, des conditions d'éducation. Et en plus, on ne peut pas faire tout à fait la même chose avec les enfants de milieu populaire et les enfants et d'autres, pas pour baisser le niveau, justement, pour avoir plus d'exigences, donner plus de moyens, d'outils pour assurer l'épanouissement du plus grand nombre. Bah là, je travaille, parce que je suis dans la commission. Ah, t'avoues que tu travailles un peu. D'éducation, ouais, je travaille un peu. Je travaille justement pour mon groupe avec ma collègue Marie-Georges Buffet, vu qu'on est toutes les deux dans le groupe qui est chargé de l'éducation, sur nos propositions pour un plan d'urgence pour l'école, à la fois sur les conditions de reprise, parce que je crois partager comme toi à la fois une grande aspiration, évidemment, à ce que les enfants puissent retourner à l'école, mais évidemment à ce qu'ils puissent le faire dans des conditions sanitaires extrêmement claires, extrêmement précises et les plus hautes possibles, parce que je connais la... Bon, on a tous peur d'abord, on est parents et on peut avoir peur pour ses enfants, c'est bien humain. Et donc évidemment aujourd'hui, ce qui nous est proposé, en tout cas, et je crois que tu le partages, est encore beaucoup trop flou pour s'inscrire dans la date du 11 mai, même si on aspire tous à ce que ça puisse être le plus rapidement possible, mais pas à n'importe quelle condition. Mais il y aura d'autres questions, évidemment, que celles des conditions sanitaires, qui sont aussi, à mon sens, que il faut, bien entendu, et on se bat pour ça depuis longtemps, une revalorisation des personnels de l'éducation, parce que ils sont très mal payés, et on ne le dit pas que comme ça dans l'absolu, en criant qu'ils sont mal payés. En Europe, ils font partie des moins bien payés d'Europe. Voilà. Et ils font partie de ceux qui travaillent le plus. Donc, la réalité des chiffres, et la réalité des chiffres, c'est qu'ils sont très mal payés et qu'ils bossent d'autres. Donc, et qu'en plus, ils font 50 ans ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enseignants en Europe. D'ailleurs, dans les propositions, je crois qu'aujourd'hui, il faut diversifier le bilan. Je crois que dans nos villes, aujourd'hui, eh bien, il y a plein de jeunes qui pourraient avoir cette vocation et qui parfois, parce que c'est difficile dans la famille, se disent que 5 ans d'études, c'est pas pour eux. Eh bien, moi, je crois, et je défends depuis longtemps, eh bien, qu'il faut permettre qu'il y ait un recrutement plus tôt,
sans baisser le niveau, évidemment, mais qu'il y ait un recrutement plus tôt pour toucher un salaire plus rapidement, mais être formé aussi plus rapidement. Ça existait, ça, par le passé. Je crois que Jacques Bourgoin était passé par là avant de devenir prof de maths, et ça donne de bons résultats. Des bons profs. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et ça diversifie les profils aussi, et je crois que c'est extrêmement important aussi pour les élèves, parce que eh bien, je crois que quand on sait aussi les conditions dans lesquelles vivent les élèves, ça compte aussi pour enseigner. Ça ne veut pas dire que les autres ne savent pas, ça ne veut pas dire que quand on n'a pas vécu là, on ne sait pas, mais je crois que c'est une richesse de pouvoir mélanger les profils. Donc ça fait partie évidemment des choses, et puis on demande aussi à ce que le dispositif plus de maîtres que de classes, qui a été un peu mis de côté à cause, en tout cas, qui a été enlevé au détriment du dédoublement des classes en repérait plus, et bien qu'il soit renforcé pour la rentrée. Enfin, ça fait partie en tout cas des mesures sur lesquelles. Je t'interromps. Dans l'école, je vais en profiter. Il y a des gens sur la reprise du 11 mai qui m'interrogent comment ça va se faire. Pour l'instant, nous, on travaille. J'ai écrit au préfet et à la directrice académique pour lui dire que on était pris entre deux questions différentes. Une question sociale et que je partage sur l'idée que ce serait bien qu'on reprenne l'école, bien pour eux, surtout bien pour les familles, mais bien pour eux. Et la deuxième question, qui est la question sanitaire, que ça ne peut pas se faire dans des conditions, enfin n'importe quelles conditions, pour les enfants, les parents et les enseignants et le personnel communal qui est dans les écoles. Donc, j'ai écrit pour avertir sur tout cela. On attend des consignes, elles arrivent au fur et à mesure sur les mesures à prendre. La semaine prochaine, je fais 3 concerts en vidéoconférence, un peu comme là, une avec les directions d'école et l'inspecteur académique, une autre avec les 2 parents d'élèves par conseil d'école, et une troisième avec les syndicats enseignants, et une quatrième avec les salariés de la ville et les syndicats de la ville, où mon idée, c'est d'abord de demander aux uns et aux autres, en plus de ce que mon travail qu'on exposera, quelles sont les conditions sanitaires minimum, maximum, enfin c'est plutôt maximum d'ailleurs, que l'on veut mettre en place pour assurer cette sécurité sanitaire pour une ouverture possible. Ce que je veux dire, c'est qu'on travaille. Je suis incapable de dire si on ouvrira. Ce que je suis capable de vous dire, c'est que si les conditions sanitaires ne sont pas remplies, nous n'ouvrirons pas le 11 mai. Ce sera le 12, le 13, le 14 ou en juin, selon ce que l'on aura pu repérer. Parce qu'on a des petites questions, par exemple, quand on nous dit les enfants les uns des autres, c'est peut-être possible dans quelques endroits, c'est pas possible déjà quand les classes sont à 15 et qu'elles sont dans des formats petits, ce sera pas possible. Donc il y a des tas de détails, entre guillemets, sur lesquels nous travaillons. On aura du gel hydroalcoolique qu'on en a commandé, on aura certainement des masques, y compris des masques pour les enseignants, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on regarde ça. Donc pour l'instant, je suis capable de vous dire si on ouvre le 11 mai, je serai capable de vous le dire 8 jours avant, puisque c'est là qu'il nous faudra prendre une décision en fonction des conditions de travail, d'enseignement, d'accueil des enfants qu'on aura pu faire en sécurité pour eux et pour les parents. Voilà ce que je voulais dire, parce qu'on a été un peu questionné là-dessus. Il y a un deuxième chose, j'en profite pour le balayer, il y a la télé qui a raconté que les pharmacies distribuaient des masques à Gennevilliers. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça. C'est pour moi une information nouvelle. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, on a fait une commande de 50 000 masques et je remercie d'ailleurs tous les bénévoles qui en fabriquent aussi. Et donc, l'idée, c'est d'en fabriquer 20 000 et ils vont y arriver, j'en suis sûr, parce qu'il y a beaucoup de monde qui répond à notre appel de solidarité. Et ces masques seront distribués. Normalement, notre fournisseur nous dit qu'ils arrivent le 7 mai. Donc, nous les distribuerons à partir du 9 mai. Les conditions de distribution ne sont pas encore établies. On les fera certainement par quartier, en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible dans les lieux pour pas que la pandémie se répande et que des gens puissent le faire par procuration s'ils ne peuvent pas se déplacer. En tout cas, il y en aura au moins un par personne, voire plus, puisque ça fait 50 000 plus 20 000, ça fait plus que les habitants. Mais on a prévu que les enfants en perdent un petit peu et donc il y aura un peu de doublon. Voilà pour les informations. Je suis désolé, je t'ai coupé sur notre discussion pour être un peu pragmatique, mais parce qu'on avait des questions un peu. Ça montre d'ailleurs
la complexité de notre débat parce qu'on a plus de questions sur l'actualité que sur quelle alternative politique demain et qu'est-ce que l'on voudrait changer. Moi, je sais que ça m'interroge même sur la ville aussi, c'est-à-dire la politique municipale, un peu sur cette idée. Après cette pandémie, ça nécessite que nous, on intensifie notre réflexion sur notre impact environnemental, parce qu'il y a sur ce coronavirus et la dégradation de la nature qui se fait à l'échelle mondiale et à l'échelle locale, on peut contribuer à améliorer la situation. On le voit d'ailleurs sur la pollution en ce moment. On respire un peu mieux en région parisienne qu'avant avant la pandémie. Alors on ne peut pas tout stopper en activité, mais on peut peut-être réfléchir à des modes de transport beaucoup moins polluants. Ça fait réfléchir certainement quand on passe beaucoup de temps à ses enfants, à se dire qu'on doit rater beaucoup de choses quand nos entreprises nous font rentrer à 21h ou à 20h. Et c'est une question qui sur ce qu'on appelle la soirée et dans la ville. Et puis il y a plein d'aspects Moi, c'est le rapport au haut aussi, oui, bien sûr. Et pour être très pragmatique aussi, très pratique, très concret dans des exemples qui interrogent évidemment nos relations humaines. J'ai dû aller faire une course tout à l'heure, donc je suis sortie et je me suis vraiment fait discuter par deux dames parce que je ne portais pas de masque, tout simplement parce que je n'en ai pas. Il n'y en a pas, je confirme, dans les pharmacies de Gennevilliers et que mes talents de couturière sont très très limités. Donc du coup, je n'ai pas de masque. Et je me suis dit, j'espère vraiment que quand on va ressortir et quand après le 11 mai, les gens vont reprendre le travail, ce n'est pas cette attitude-là qui va primer. Donc j'ai des doutes parce qu'évidemment il y a de la crainte. Il y a de la crainte de l'autre parce qu'il peut être porteur du virus. C'est un cadeau du pressing des Agnettes. Je remercie. Magnifique. Magnifique. Et à la fois, je vois aussi se développer des choses assez jolies, à petite échelle, mais plus grandes que d'habitude. Par exemple, les boucles qu'on a tous avec chacun change à la fois des informations, des astuces, mais aussi très concrètement, parfois on se dépose des choses pour aider l'un, pour aider l'autre. Et c'est des choses qu'on fait moins d'habitude, se fait un peu, évidemment. Heureusement, nous avons cette solidarité, et en plus, je crois qu'à Gennevilliers, c'est fort, mais je trouve que c'est plus présent dans la période. Et d'ailleurs, pas une solidarité, je dis, sous forme de charité, une solidarité pour toutes et tous, pour celui qui en a besoin à tel moment, sans juger d'ailleurs ce besoin-là, mais tout simplement parce que ça se pose à un moment. Et c'est plutôt cet exemple-là, évidemment, vers lequel j'aspire et que j'espère que nous saurons bâtir. Parce que, pareil, tu dis toutes celles et ceux qui sont en train de faire les masques, mais je vois aussi le réseau qui s'est créé autour de l'hôpital Louis-Mourier, par exemple, soignants, avec tous ces gens qui font un geste, qui leur les commerçants aussi qui parfois réouvrent juste pour faire à manger le soir pour un service sans oublier personne, pas simplement les personnels de nettoyage, les techniques, ceux qui gèrent l'administration, etc. Tout ça est extrêmement fort dans la période. Alors, c'est pas que ça me rend optimiste, c'est que je crois que ce sont sur lesquels construire et sur lesquels faire de la politique. Parce que je crois qu'il y a besoin de politique pour interroger tout ça. C'est pas simplement de le dire, c'est qu'il va falloir produire à partir de ça, produire une orientation politique, une démarche, un processus politique, quand des gens vivent concrètement de la solidarité plutôt que quand ils n'en vivent pas. Voilà. Donc c'est un appui, à mon sens, qui je veux dire aux gens, il va falloir faire de la politique. Je leur demande pas d'adhérer à la politique. C'est pas à la question s'ils ont envie qu'ils le fassent. Mais en tout cas, faire de la politique, c'est-à-dire se poser la question de dans quelle société
quelle société on a envie de construire ensemble. Ah bah, je crois que c'est important ce que tu dis parce qu'on a vécu d'ailleurs avant la pandémie tellement de gros mouvements et de colère. On sait que pendant cette colère, les colères accumulées continuent d'exister, sauf qu'il y a de la division. C'est-à-dire plutôt que de s'unir et de réfléchir ensemble sur quelle solution peut y avoir, c'est chacun a un peu son bout de gras. Et puis il y a surtout l'idée de son bout de gras. On a raison hein, de toute façon, mais il y a cette idée pourquoi on vit si mal, qu'est-ce qu'on pourrait changer, et surtout réfléchir sur cette idée, pourquoi, alors que la France, alors pas pendant la pandémie, mais avant la pandémie, produisait plus de richesses que ces 20-30 dernières années, pourquoi on nous demandait plus de sacrifices, d'efforts, alors qu'il y a beaucoup plus de richesses produites créées. Donc la question de la répartition des richesses peut sembler un dogme marxisant vieillot, mais qui, à mon avis, est à la source des problèmes et qu'on a un manque d'union dans le peuple français, on va le dire. Hein, hein, de la différente, mais il y a une colère sourde qui existe dans leur rapport à la police ou à leur rapport à la société ou aux institutions. Plutôt que d'avoir une colère constructive, c'est une colère qui divise dans les cités parce qu'il rajoute de la malvie à la malvie, il rajoute des difficultés aux difficultés, il rajoute de la violence à la violence dans la société. Alors que si on se posait et qu'on pouvait travailler ensemble à comment on améliore les choses pour changer radicalement la vie en rapport à la formation, en rapport à l'emploi, en rapport aux prestations sociales, en rapport au vivre ensemble et au respect mutuel, on aurait une force collective bien plus importante. Et le président Macron ne serait pas aussi à l'aise pour dire ce que tu as rappelé tout à l'heure, on continuera comme avant. On rebâtira sur ces bases. Il y a la question de la répartition des richesses, et évidemment, la marxiste que je suis, je confirme, mais il y a des donnes nouvelles, pas simplement écologiques, mais tout simplement du monde tel qu'il est, qui font que ça qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit et où on le produit d'ailleurs. Je pense évidemment à la relocalisation de notre économie, à tous les circuits courts, à la manière dont, pour une part, on vit en ce moment, pour une petite part, mais en tout cas, le fait d'interroger ces besoins-là, de pouvoir les redéfinir ensemble et donc de s'approprier aussi la production par l'idée de ce qu'on veut produire est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, sur les quartiers, évidemment que quelque part la question de la violence policière, elle est doublement violente parce qu'elle est réelle, elle fait mal, elle est une humiliation et chacune. En plus de la vivre violemment, on voit bien qu'elle est plus forte. Elle est lente chez certains et pas chez d'autres. On a vu le ministre de l'Intérieur notamment faire le point tout simplement des contraventions dressées dans le pays pour non-respect et de voir où est-ce que les policiers étaient mis le plus en place aussi pour les pratiquer. Et on voit à quel point dans les quartiers populaires, pas simplement les contraventions, mais les interpellations pour les contrôles sont évidemment plus présentes. On a vu depuis le départ à quel point les quartiers étaient stigmatisés, comme si c'était eux qui respectaient moins le confinement, et puis dans le 16e, eux le respectaient parfaitement. Tout ça était parfaitement faux, mais il fallait qu'elles soient stigmatisées, d'autant qu'il faut le dire, c'est aussi le plus gros des travailleurs qui travaillent en ce moment. Donc le fait qu'il y ait des gens dehors a aussi parfois une véritable explication quand ce sont les infirmiers, les aides-soignantes, les caissiers, les personnels de ménage, ils vivent dans les quartiers populaires, ils vivent pas dans le 16e arrondissement. Et la police aussi. C'est pour ça que moi j'ai tendance à dire, et la police. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que ce gouvernement, mais aussi les précédents, mettent en danger les jeunes, les populations et la police, parce qu'ils utilisent la police pour régler des problèmes politiques qu'ils n'auraient pas à devoir régler. C'est-à-dire quand on envoie sur les gilets jaunes des autres, ce sont des questions politiques qui sont posées auxquelles il faut répondre. Et l'utilisation sécuritaire de cette police sur des questions politiques met en danger la police elle-même. Et même, ça réinterroge, je crois, la question de quelle force de police on a besoin. Moi, je serais pour qu'on revienne à des gardiens de la paix, qu'on revienne à des agents
qui sont sur le terrain et qui ne sont pas simplement en intervention quand ça va mal, qui connaissent la population, qui connaissent ceux qui vont bien, ceux qui vont mal. Je ne voudrais pas idéaliser, maintenant je deviens un peu âgé, donc je ne voudrais pas idéaliser mon enfance, mais c'était quand même des policiers qui me faisaient traverser la route pour aller à l'école, et je disais bonjour à un agent de police tous les jours, et c'était plutôt content de le rencontrer. Ça devenait quelqu'un avec qui on avait une relation. La personne connaissait dans le quartier les gens et savait qui était un peu déviant et qui ne l'était pas. Et je crois que il y a des choses à revoir, et l'expérience prouve que depuis Nicolas Sarkozy, plus l'appareil sécuritaire augmente, plus la violence augmente. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on augmente l'armement de la police, qu'on augmente les interventions, que la violence diminue, c'est plutôt l'inverse. Et il faudrait qu'on arrive à un moment où, quand un policier dit à un jeune de s'arrêter, celui-ci s'arrête parce qu'il a moins peur de s'arrêter que d'être arrêté. Et il faudrait que donc, le policier puisse être respecté dans sa fonction et que le jeune puisse au moment de son arrestation aussi, je dis jeune ou moins jeune, hein, parce que des fois ça arrive aussi, la forme du tutoiement est utilisée sur tout le monde, quelle que soit la tranche d'âge. Mais je crois qu'il faudrait revenir à cela, ce serait un policier comme pour l'ensemble de la population. Ça, c'est un élément pour moi, alors la pandémie n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais qui est une question politique capitale pour les cités, capitale pour le pays, parce que ça se pose, à mon avis, un peu partout, même en province, pour changer ce rapport entre une police et les populations. C'est un gros travail, à la fois parce que, comme tu le dis, la réponse sécuritaire est celle qui, quelque part, vient remplacer les carences de réponse politique, de réponse de l'État dans ces quartiers populaires qui, évidemment, vivent comme une humiliation supplémentaire le fait de ne pas avoir les mêmes droits que les autres, de ne pas avoir les mêmes réponses en termes de droits que les autres. Donc, évidemment qu'il y a un gros travail là-dessus. Puis, il y a un travail aussi sur l'aspect judiciaire, à la fois dans le traitement des violences policières, parce qu'on voit bien que l'impunité, évidemment, existe et que donc elles peuvent se perpétrer ad vitam aeternam s'il n'y a pas de réponse pénale. Et puis je dis aussi réponse pénale lorsque des faits sont commis par des gens. Où on voit à quel point aujourd'hui il y a un non-sens très souvent dans les réponses pénales qui sont faites. Je pense à la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple, qui réclame à corps et à cri des mesures éducatives, parce que ça fait plaisir à tout le monde de raconter il faut de la répression, aussi en disant ça, parce que ce serait pas assez répressif. La question, c'est que souvent, il y a des mesures qui sont mises en place, qui sont dictées en tout cas, mais elles ne sont pas mises en place. Et donc, évidemment, il y a des gens qui vont revenir, par exemple, un jeune dans un quartier alors qu'il a été jugé et qui se disent, mais donc il n'y a pas eu de réponse. Ben non, il n'y a rien qui a été mis en place. Et donc, au bout d'un moment, ce qui se passe, ben, c'est qu'il va en prison. La prison aujourd'hui, en termes de réinsertion et de réponse pour réintégrer dans la société, c'est pas ce qui se fait. Non, c'est une école de la délinquance. Voilà, exactement. Donc, tout ce cycle-là, il est aussi évidemment, et ça idéologiquement, ce qui est vrai, c'est que les gouvernements peuvent y aller assez tranquillement parce que ce débat-là dans la société, il est dur à mener, mais en tout cas, il faut le dire aux gens. On visite régulièrement des prisons, mais on voit à quel point c'est une reproduction de la violence, une reproduction de la délinquance, et à quel point toutes les mesures qui arrivent à se mettre en place, où il y a un véritable accompagnement, il y a le fait de faire prendre conscience de quelle a été la gravité de l'acte commis, des mesures mises en place pour se réintégrer, à quel point elles sont productives et à quel point elles évitent les récidives. Ce qui amène à la récidive, c'est des réponses pénales qui accumulent la prison à la prison et la prison telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et pour illustrer ce que tu dis, d'ailleurs, que les clubs de prévention à Gennevilliers ne reprennent pas le travail terrain, c'est des éducateurs de rue, hein, parce que le département ne leur fournit pas de masques. Derrière, les salariés. Donc c'est vrai que je vais peut-être te proposer qu'on arrête là, parce qu'on est à 40 minutes. On me dit qu'il y a des petites coupures de micro, donc j'espère que ça va pas. D'accord. Je vais essayer de continuer mes cours pour faire fonctionner ce système-là en duo de meilleure façon. On n'a certainement pas éclusé le problème. On en est loin sur cette question de l'alternative. Je sais qu'avec le Big Bang que tu as créé avec Clémentine Autain, tu travailles aussi des rendez-vous de ce type et tu fais des émissions sur
sur Facebook aussi ou... On n'a pas abordé ce champ-là, mais évidemment que toutes ces réponses-là, il y a un moment où on est interrogé aussi sur le fait qu'elles puissent réellement être mises en place. Et donc, ça questionne évidemment aussi la question de prise du pouvoir, non pas pour ce bien pour que des idées telles que je les ai évoquées puissent, elles, être au pouvoir et que les pouvoirs soient partagés aussi dans la population, chez les salariés. Et donc, je crois que la question du rassemblement de ces forces de la gauche et de l'écologie, elle est posée si on veut à un moment pouvoir véritablement renverser tout ça. Voilà. J'en fais partie, je suis au PCF, il y a d'autres partis politiques, et il y a des gens qui n'adhéreront jamais à un parti politique, qui sont dans des syndicats, dans des associations ou dans d'autres choses, qui doivent pouvoir trouver des lieux pour converger, créer politiquement, et c'est à ça qu'on veut continuer de travailler, et je pense qu'il y a, évidemment, on peut tout le temps le dire, mais je pense que c'est peut-être plus entendu aujourd'hui, l'urgence nous y oblige. Oui, tu as raison. Alors moi, je partage cette idée, ton appel aux gens, faites de la politique, intéressez-vous, parce que quand vous vous en intéressez pas, d'autres le font à votre place et des décisions de toute façon sont prises. C'est quand même de débattre, peut-être même de se disputer pour trouver une solution en commun. L'enjeu, c'est surtout d'avoir un bon état d'esprit dans la dispute et de se dire qu'on cherche à améliorer la vie des uns et des autres. Il peut y avoir des intérêts divergents. C'est l'intérêt du débat public et du débat politique, c'est de délibérer pour réussir. Et moi, c'est ce que je voudrais aussi faire. Alors, tu travailles aussi à l'échelle nationale beaucoup ça, Elsa, avec le Big Bang. Et c'est l'ambition qu'on a avec l'équipe municipale quand on veut travailler autour de cette idée, un nouvel art de vivre populaire en ville. Je crois que l'enjeu est important. On ne peut pas dire il suffit de continuer comme avant. À Gennevilliers aussi, il faut qu'on invente l'art de vivre populaire en ville. Et ça ne se fera pas sans la participation du plus grand nombre. Donc, comptez sur nous aussi pour participer à ces débats, aux actions. Et puis, j'avoue, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos familles, de vos amis, de vos voisins. Malgré le fait que le gouvernement parle beaucoup de déconfiner, restez confinés. On se relâche un peu là, à force de parler de reprise le 11 mai. Mais en ce moment, on est toujours à 75 morts à Gennevilliers contre 12 dans la même période l'année précédente. Ça montre que c'est quand même pas mineur la bête qui nous attaque. Donc prenez soin de vous, restez confinés. Suivez aussi ce soir, il y a un défi musical lancé par le conservatoire sur les balcons. J'espère que ça va marcher. Si ça marche bien, on le reprend. À bientôt Elsa. Et merci.